Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver tous les jours entre 10h30 et midi et demi dans Parlons Vrai chez Bourdin. Ici c'est simple, vous témoignez, vous intervenez, nous recevons des acteurs de l'actualité qui viennent partager leur point de vue. Nous sommes d'accord ou pas, peu importe. Le problème mérite toujours une solution. Donc il y a des solutions, il y a des explications, il y a des analyses et ensuite nous passons aux commentaires. Donc bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. 0826 300 300, vos témoignages, vous le savez, ça fait 40 ans que je fais la même chose, vos témoignages sont essentiels. La colère monte chez les agriculteurs confrontés aux enjeux environnementaux et à la pression écologiste. Irrigation de plus en plus contrôlée, exportation des céréales françaises toujours menacées, etc., etc. Les agriculteurs étaient eux aussi applaudis pendant le Covid. Terminé aujourd'hui, témoignage dans un instant pour ouvrir cette émission. Emmanuel Macron avait promis en 2018 une loi sur le grand âge. Elle n'est jamais venue. Elle n'est pas prévue. À l'Assemblée nationale, proposition de loi en discussion jusqu'à demain. Lutte contre l'isolement des personnes âgées, règles de vie dans les EHPAD, intervenants à domicile et des services publics départementaux de l'autonomie. L'une des rapporteurs du texte à l'Assemblée sera avec nous à 10h45. 11h midi, débat sur l'antenne de Sud Radio. Augmenter les salaires, est-ce une priorité nationale? Comment les augmenter? Avec la hausse des prix, les salaires réels sont beaucoup plus faibles qu'en 2019. Le coût de la vie augmente sans cesse, le reste à vivre diminue sans cesse. Alors, témoignez là encore, 0826 300 300. Et puis à 12h05, je recevrai Philippe Chauvin. Son fils Nicolas, 18 ans, est décédé sur un terrain de rugby. Plaquage trop violent. Rugby, mourir fait partie du jeu, c'est le titre du livre que publie Philippe Chauvin. Des belles promesses ont été faites après le décès de son fils. Peu de réponses. Il nous dira, il nous fera le point de la situation. Il est 10h32, vous êtes sur Sud Radio, merci vraiment d'être avec nous. En toute liberté, ici, vous le savez. Je voudrais vous préciser que vous pouvez retrouver tous les jours de 10h30 à midi et demi votre émission Parlons Vrai chez Bourdin. Si vous avez manqué le direct ou si vous voulez réécouter l'émission, aucun problème. Elle est immédiatement disponible en podcast sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio. Donc n'hésitez pas. Dans quel monde vit-on? Félix Mathieu. Bonjour Félix. Bonjour Jean-Jacques. Vous avions déjà parlé de ce bébé prénommé Hadès par ses parents en Bretagne. Eh bien, 7 mois après sa naissance, ses parents ne savent toujours pas s'il pourra garder son prénom. Oui, l'officier d'état civil de Saint-Malo avait alerté le procureur, estimant que ce prénom, issu de la mythologie grecque, était contraire aux intérêts de l'enfant. Hadès, frère de Zeus et de Poséidon, il représente le dieu de la terre, des morts et de l'enfer. Hier, l'avocat des parents a de nouveau plaidé leur cause devant le juge aux affaires familiales. C'est ce que nous apprend le journal Ouest France. Cette audience avait été repoussée à 2 reprises depuis la naissance en septembre. Et puis la juge avait été arrêtée pour raison de santé. En attendant, imaginez un peu la complexité des démarches administratives quand on n'a pas encore de prénom validé définitivement. Procédure interminable pour ces parents qui appréciaient le prénom Hadès. Il se prononce de la même façon en France et en Colombie, dont le père est originaire. Alors depuis le début de l'affaire, ils ont reçu beaucoup de courriers de soutien, car bien avant eux, il y a eu d'autres petits Hadès qui ont été acceptés par l'état civil en France. Des parents leur ont même envoyé des actes de naissance de leur propre bébé Hadès. Et les parents de ce Hadès breton s'interrogent donc, toujours dans Ouest France, pourquoi ce prénom pourrait être attribué ailleurs en France, mais pas à Saint-Malo? Où est la cohérence? Il est 10h34, merci d'être avec nous. La colère monte dans les campagnes et les agriculteurs se sentent de plus en plus méprisés, injustement montrés du doigt. Je vous lis simplement ce qu'écrit un agriculteur du Nivernais qui s'étonne de voir tant de haine et de mépris à l'égard de ceux qui nous nourrissent. Souvenez-vous, dit-il, comme les agriculteurs étaient bien vus à l'époque du Covid. Et puis plus rien, la société ne les remercie plus, elle les méprise, elle les oublie. Jean-Paul Pelleras, bonjour.
Bonjour. Vous êtes écrivain, ancien maraîcher, rédacteur en chef du journal l'Agri.fr. C'est vous qui rapportez ces propos de cet agriculteur. La colère monte dans les campagnes, Jean-Paul Pelleras. Oui, effectivement. La colère monte pour plusieurs raisons. Il y a une espèce d'acharnement à l'égard du monde agricole qui n'est plus du tout accepté ni compris. Et c'est souvent les environnementalistes qui sont à l'origine de cet acharnement et de ce mépris. Dans acharnement, mépris... Deux exemples. Premier exemple, l'irrigation dans les Pyrénées-Orientales. Expliquez-nous. Mais si vous voulez, il y a ce département que je connais bien, le débit réservé dans les rivières a été augmenté au détriment du débit qui était donc consacré à l'agriculture, donc ce qui veut dire que aujourd'hui les agriculteurs ne peuvent quasiment plus arroser parce que à l'origine il y a France Nature Environnement qui a cassé un arrêté préfectoral et qui a donc obligé le préfet à remonter le débit dans les rivières. Et donc voilà, les arboriculteurs et les maraîchers vont perdre les récoltes. Voilà, les agriculteurs et les maraîchers des Pyrénées-Orientales risquent de perdre leurs récoltes parce qu'on a augmenté le débit dans les rivières, c'est cela ? C'est cela, exactement. En empêchant donc l'irrigation. En empêchant l'irrigation, qui était une irrigation par les canaux, sachant que l'eau de l'agriculture redescend à 80% dans les nappes et les 20%, bien évidemment, ils servent pour les fruits, pour ce que nous mangeons. Bon, voilà, tout simplement. Autre exemple, et là je me tourne une nouvelle fois vers Félix Mathieu, une décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, provoque l'angoisse des céréaliers français. L'ANSES a décidé d'interdire la phosphine. C'est un insecticide utilisé pour l'exportation par bateau. Le problème, c'est que beaucoup de pays importateurs imposent cet insecticide sur le continent africain. Félix Mathieu. Oui, si aucune décision n'est prise, dès le 25 avril, on ne pourra plus exporter vers des pays comme le Togo, le Cameroun, l'Algérie ou l'Égypte. C'est ce qu'explique un responsable des producteurs français de céréales, autant de pays qui exigent dans leur cahier des charges que leurs importations de céréales soient transportées par bateau en contact avec cet insecticide, le PH3, la phosphine. Alors nos voisins européens, l'Allemagne, la Belgique, ont reconduit l'autorisation de ce produit pour leurs exportateurs de céréales, mais pas la France. L'Agence nationale de sécurité sanitaire vient de prendre cette décision. La France qui, selon les producteurs et négociants, menace donc tout simplement de scier la branche sur laquelle elle est assise à notre pays. 4e exportateur mondial de blé, en a exporté pour 11,5 milliards d'euros l'année dernière. Le gouvernement promet au secteur de ne pas le laisser se faire saborder par cette décision de l'ANSES. Il étudie les solutions juridiques pour contourner cette contrainte. Est-ce qu'il y a des solutions juridiques pour contourner cette contrainte, Jean-Paul Pelleras, vous le pensez ? Écoutez, je pense que c'est comme dans tous les dossiers. On a vu les néonicotinoïdes pour la betterave, on le voit pour l'eau, on le voit maintenant pour la céréale. Il faut que l'État, à un moment donné, arrête de cautionner des décisions franco-françaises qui sont préjudiciables. Je pense qu'effectivement, il y a la loi, mais il y a aussi derrière l'appui politique qui doit être franc et arrêter de tourner autour du pot. Il faut que l'État impose à un moment donné ces décisions-là, sinon qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, dans tous les domaines, on va favoriser l'importation. Et là, alors, je ne sais pas qui c'est qui va aller contrôler ce qui rentre entre nous. Voilà. Mais évidemment, Jean-Paul Pelleras, vous écrivez dans votre lettre à agri.fr nous assistons à une guerre d'opinion. Ceux qui s'opposent aux agriculteurs ont la loi de leur côté. Ils s'amusent à détruire des vies, à ruiner des entreprises, alors que leur seul souci est de faire pousser des lentilles dans un bocal et 4 pensées sur un balcon. Les agriculteurs ont perdu la main sur le terrain des enjeux sociétaux, car à bien regarder, ce n'est pas à une guerre de l'eau que nous assistons, mais à une guerre d'opinion, avec d'un côté ceux qui doivent irriguer pour pouvoir vivre de leur métier, et de l'autre ceux dont le seul fonds de commerce consiste à les en empêcher, Jean-Paul Pelleras. C'est ça, c'est exactement ça, c'est ce que nous vivons maintenant depuis une bonne décennie. Et puis j'ai tendance à dire que ces gens-là ne connaissent de l'outil, ni l'usage, ni le prix. Ils n'ont qu'à venir passer 365 jours par an dans les champs, payer les prêts et payer les salariés, et payer tout ce que coûte une production. Et après, nous en reparlerons, parce que pour l'instant, ils parlent depuis Paris, des bureaux climatisés. Ce sont des marchands d'idéaux. Il y a une différence entre celui qui génère une induction de l'emploi, de la production, et celui qui, ma foi, vend des idées, qui est un marchand de raisonnement. Voilà, en gros. Que demandez-vous, Jean-Paul Pelleras ? Vous êtes un peu l'un des porte-parole du monde agricole. Que demandez-vous ?
Écoutez, on demande tout simplement que l'État, et ça c'est ce que je demande personnellement quand j'étais à l'époque syndicaliste et encore aujourd'hui, que l'État fasse un choix clair et précis entre le dogme écologiste et le métier d'agriculteur. Voilà, c'est tout. Il faut qu'aujourd'hui il se positionne clairement, mais il ne se positionne pas. Bien. Merci Jean-Paul Pelleras. Nous avons un témoignage, celui de Vanessa qui travaille dans l'agriculture. Bonjour Vanessa. Bonjour. Merci vraiment Vanessa. Vous dites, avant de travailler dans l'agriculture, d'être ouvrière agricole, j'avais une image négative de ce métier. Oui. Et maintenant, j'ai changé. Oui, voilà. Moi, j'ai fait des études dans la protection de l'environnement et la gestion de la faune sauvage. Oui. Et effectivement, voilà, je suis une fervente protectrice voilà, de la nature, tout ça. Et effectivement, pour moi, l'agriculteur polluait avec les désherbants, les pesticides, et ci et ça. Et donc, par nécessité de devoir avoir un salaire pour faire vivre ma famille, j'ai pris le premier travail qu'on me proposait. Et j'ai atterri dans l'agriculture. Et franchement, ça a changé ma vision des choses parce que tout ce qui est petit agriculteur, on va dire, vraiment familial, voilà. Ils aiment leur terre, c'est leur bébé. Comme me dit le grand-père, il faut les bichonner comme un bébé. Tout est, voilà. Et on a, voilà, des vignes, des céréales, surtout pour avoir la paille, en fait. On fait des rotations de culture pour renourrir la terre sans avoir à mettre des engrais en veux-tu, en voilà, puisqu'il y a des cultures qui réenrichissent la terre. Donc voilà, c'est tout programmé de façon à ce que la terre soit réenrichie avec des cultures et non des apports extérieurs. Et en plus, un jour, je tombe, par hasard, je viens chercher du matériel et je tombe sur le gars qui fait le phyto et qui lui dit mais pourquoi tu te mets pas en bio? T'as que des produits qui sont utilisés chez les bio et tout. Donc je lui ai posé la question à mon patron. Il m'a dit mais moi j'ai pas envie d'être géré par un bureaucrate qui sait rien, qui ne connaît rien et qui m'imposera des choses stupides quoi. Je veux pas avoir à faire tout et n'importe quoi. Donc en gros il fait du bio. Oui. Puisque le désherbant, un jour, pour plaisanter, on passe devant un champ qu'il venait de semer, mais il y avait du denturat, mais partout. Je lui ai fait, mais vous avez changé de culture? Je lui ai fait, mais celle-là, elle ne va pas vous rapporter grand-chose. Et puis il me dit, bah oui, bah, écoute, il y aura ce qu'il y aura. Donc en fait, lui, il ne cherche pas forcément le rendement, il cherche à garder sa terre intacte. Quoi. Ben voilà. Il aime sa terre. Et il aime la terre et la nature. Merci Vanessa, merci pour ce témoignage. Alors, vous n'êtes pas d'accord? Il n'y a aucun problème ici, il y a contradiction, donc vous n'êtes pas d'accord, vous appelez tout simplement, puisque vous êtes libre d'appeler. 0826 300 300, je vous mets à l'antenne, vous savez, ça, il n'y a absolument aucun problème. Il est 10h43, je précise aussi que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours des opposants au projet de retenue d'eau. Donc la justice administrative valide 16 projets de retenue d'eau dans les Deux-Sèvres, évidemment en Sainte-Soline, mais aussi la Vienne et la Charente-Maritime. Il est 10h44. Jean-Jacques Bourdin. Boom démographique chez les plus de 75 ans. Ceux qui vont avoir, à partir de 2030, ou d'ici 2030 plutôt, entre 75 et 84 ans, le nombre de ces personnes en France va passer de 2 à 5 millions. Un boom démographique auquel il va falloir faire face. Faire face, ça veut dire qu'il va falloir prévoir pour ces personnes âgées qui parfois sont isolées ou qui sont en EHPAD ou qui sont restées chez eux avec un intervenant, une intervenante à domicile. Laurence Cristol, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance de l'Hérault, médecin coordinateur en EHPAD dans la vie civile. C'est cela, hein, Laurence Cristol? Non, ça fait un petit moment que je suis plus médecin coordinateur. Oui, et mais je suis pédiatre vous l'étiez. Vous l'étiez. Oui, je
l'étais, tout à fait. Vous l'étiez, vous êtes député aujourd'hui, Laurence Cristol, et l'une des rapporteurs de cette proposition de loi qui est en discussion à l'Assemblée nationale jusqu'à demain. Discussion sur le grand âge. Alors, on va entrer dans les propositions que vous faites, qui sont en discussion actuellement, en sachant quand même que le président de la République, Emmanuel Macron, avait promis en 2018 une loi sur le grand âge. Moi, ça fait longtemps que je fais du journalisme, et ça fait longtemps que j'entends les présidents de la République, quels qu'ils soient, nous promettre une loi sur le grand âge. Elle n'est jamais venue. Ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, ni Emmanuel Macron n'ont tenu leurs promesses. Pourquoi, tiens, Laurence Cristol, selon vous? Parce que ça coûte très cher? Non, c'est pas la question. La question, c'est qu'effectivement, on est face à un Big Bang démographique qui demande une réforme du grand âge qui a débuté depuis déjà plusieurs années, mais qui va s'inscrire dans un temps long. On va avoir besoin de vrais problèmes. On a un vrai problème de gouvernance, on a un vrai problème financier, et ce n'est pas en le faisant une seule grand âge qu'on va y répondre. Donc ce sont des étapes successives qui ont déjà débuté, notamment dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2023, et qui va se poursuivre. Et nous, députés, avons souhaité apporter notre pierre à l'édifice et apporter une étape supplémentaire et indispensable à la création. On avait parlé un temps d'une nouvelle branche de la sécurité sociale. Vous y seriez favorable ou pas? Aujourd'hui, déjà, allons plus dans le sens de la 5e branche de la sécurité sociale qui a déjà été engagée en 2020. Poussons, si vous voulez, des vrais problèmes des vrais problèmes de société aujourd'hui. Après, on regardera une branche si elle est nécessaire ou pas. Je n'y suis pas favorable à ce jour. Vous n'êtes pas favorable à ce jour. Bon, grande réforme sur l'autonomie, c'est attendu quand même. Hein. Il y aura des mesures annoncées au mois de juin, d'après ce que je crois savoir. Hein, vous le confirmez. En attendant, vous mettez en discussion une proposition de loi. Alors, je vais entrer rapidement enfin, pas rapidement, je vais entrer dans les détails. D'abord, lutter contre l'isolement, c'est-à-dire mieux repérer les personnes âgées isolées et essayer de mettre en place un système d'information de meilleure qualité entre les maires et les services sociaux et sanitaires, c'est ça ? Tout à fait. J'ai été maire auparavant, élu local, et lors de la pandémie Covid, on connaît les difficultés que nous avons eues à repérer les personnes fragiles dans nos communes. Nous n'avions pas de registre, en dehors du registre canicule, qui est un registre qui est volontaire, qui est une démarche volontaire de la personne âgée de venir en mairie ou de ses proches pour se faire recenser comme fragile. C'est vraiment extrêmement limité, et donc aujourd'hui, pouvoir permettre d'avoir accès à certains éléments sous contrôle, bien entendu, de la CNIL, notamment de l'APA, de la PCH, va nous permettre de pouvoir repérer de façon plus précise ces personnes isolées et pouvoir répondre. C'est le aller vers. Bien. Vous voulez mettre en place un service public départemental de l'autonomie, personnes âgées, handicapées, proches aidants. Qu'est-ce qu'il y a? Une instance de recueil et de traitement des alertes des maltraitances aussi. Tout à fait. Alors déjà, le service public territorial de l'autonomie a pour objectif de pouvoir offrir ce que demande la très grande majorité des personnes âgées et leurs familles, un guichet unique. Alors, on le sait très bien, nous avons des départements qui sont très en avance, avec des maisons d'autonomie, avec des services centralisés d'information et de coordination. Mais ce n'est pas le cas dans tous les départements de France, et nous devons avoir une lisibilité territoriale. Bien évidemment, ce centre sera sous la gouvernance des conseils départementaux, qui sont les chefs de file, bien entendu, dans ce cadre-là. Ensuite, pour la maltraitance, nous faisons effectivement acte notamment du scandale Orpea, et souhaitons aller plus loin avec un dispositif pouvant recenser ces cas de maltraitance de façon beaucoup plus claire, afin de pouvoir agir rapidement. Bien, deux choses encore. Les EHPAD, vous parliez d'Orpea, les EHPAD, il s'agit d'obliger les EHPAD privés à consacrer une partie de leurs bénéfices à l'amélioration du bien-être des résidents. Je dis bien obligé, Laurence Cristol. Totalement. C'est effectivement totalement l'amendement que nous proposons, que nous avons proposé et qui va être discuté cette semaine à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est primordial. Mais alors obligé, ça veut dire quoi? Une partie des bénéfices, combien? Environ jusqu'à 10%. Jusqu'à 10% des bénéfices devront être consacrés à l'amélioration du bien-être des résidents. Totalement.
Bien, c'est important. Les intervenants à domicile, il s'agit aussi de leur donner une meilleure identité, si je puis dire, de revaloriser. Ils sont si importants, ces intervenants à domicile. Il s'agit quoi? De leur promettre, de leur proposer une carte professionnelle, de les aider, par exemple, à acquérir un véhicule propre. Totalement. C'est effectivement le cas. Moi, j'avais reçu dans ma circonscription les aides à domicile le 17 mars, qui était la première journée des aides à domicile, et on voit l'attente est très forte. Ils sont indispensables au maintien de nos personnes à domicile, et effectivement, ils ne sont pas valorisés. Leur métier n'est pas reconnu. Donc c'est une première étape qui en amènera beaucoup d'autres, notamment dans la formation, mais il est évident que ce sont des postes qui sont en grande partie pourvus par des femmes, à plus de 93%, avec souvent un planning haché, avec souvent aussi des grandes difficultés de reconnaissance dans leurs déplacements qui sont très importants puisqu'ils s'occupent souvent de plusieurs personnes. Donc la carte professionnelle est une première étape qui leur permettra de se déplacer, de pouvoir éventuellement rentrer aussi dans les zones, dans les ZSE, parce que c'est aussi un problème dans certaines métropoles, et dans la ruralité, de pouvoir les aider à pouvoir acquérir des véhicules. Des véhicules propres, hein, on est bien d'accord. Maison de retraite, aide à domicile, on connaît les problèmes de recrutement. Comment allez-vous faire ? Alors, nous allons également acter dans la loi le recrutement de 50 000 personnels soignants dans les EHPAD d'ici 2027. Il est évident qu'il faudrait avoir une politique encore plus ambitieuse au niveau de la formation des personnels, afin de pouvoir effectivement pourvoir les postes actuellement qui ne le sont pas. Mais il faudra du temps, et ne nous fermons pas les yeux. Et de l'argent. C'est quelque chose qui se fera de jour au lendemain. De l'argent. Déjà, il y a 10 milliards d'euros qui a été acté dans les prochaines années, mais il en faudrait 10 milliards par an. 10 milliards par an, oui, c'est ça, c'est ce qui avait été. Est-ce que vous pensez que le gouvernement sera prêt à dégager 10 milliards par an pour l'autonomie, l'autonomie pour les personnes âgées, pour le bien vieillir? Alors aujourd'hui, nous déposons une discussion de cette proposition de loi. Ce n'est pas un projet de loi gouvernemental, mais l'écoute du ministre est, je pense, importante, et qu'il a mesure effectivement des besoins actuellement qui sont demandés. Parce que le coût de vos mesures, vous l'avez chiffré ? Le coût de nos mesures, en fait, il s'agit essentiellement de mesures au sujet donc des recrutements, mais ça a été budgétisé dans le PLFSS de 2023. Donc le coût des mesures que nous avons aujourd'hui n'est pas totalement finalisé, puisque vous savez que nous sommes en cours d'examen en hémicycle. Nous n'avons débuté que hier soir. Nous avons aussi eu beaucoup d'amendements qui ont été acceptés en commission des affaires sociales, à peu près 102 amendements de tous bords confondus, qui ont permis d'avancer et d'augmenter encore plus le nombre des articles de cette proposition de loi. Attendons la fin des discussions avant de budgétiser le coût du PPL. Et vous reconnaissez qu'il faut 10 milliards d'euros par an pour bien répondre au vieillissement de notre population. Merci à vous, Laurence Cristal. Merci. Merci, c'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur qui va être posé à la société française dans les années qui viennent, au-delà de toutes les polémiques. Dans les années qui viennent, il y a un autre sujet majeur que je vais développer entre 11h et midi, qui est essentiel, ce sont les salaires. On parle beaucoup de la réforme des retraites, mais au fond, derrière cette réforme des retraites, il y a le coût de la vie, la difficulté de vivre, tout simplement, de vivre de son travail, parce que les salaires ne sont pas suffisamment élevés dans notre pays. Avec la hausse des prix, les salaires réels sont beaucoup plus faibles qu'en 2019. Le coût de la vie augmente sans cesse. Le reste à vivre diminue sans cesse. Nous allons parler de l'augmentation des salaires. Est-ce une priorité nationale? Comment les augmenter? Eh bien, ce sera le débat entre 11h et midi. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Alors,
Ça m'amuse ça m'amuse, oui et non. Ça m'amuse de regarder, de lire les déclarations des responsables politiques à propos des salaires. Vous savez que j'ouvre ce débat. Augmenter les salaires, est-ce que ça doit être une priorité nationale? C'est la question que je pose et le débat va être ouvert. Nous allons discuter comment faire. Mais j'ai lu des quantités de déclarations d'hommes politiques de tous bords ou de femmes politiques de tous bords nous disant il faut augmenter les salaires. Oui, c'est facile à dire. Il faut augmenter les salaires. Les responsables politiques le répètent souvent, mais comment ? Et quel salaire? Salaire du public, salaire du privé? Il faut bien distinguer comment ça fonctionne. On va expliquer tout cela. Quelles sont les solutions pour augmenter les salaires? Et on va se poser la question. Moi, je pense que c'est une priorité nationale. Je pense que derrière la réforme des retraites, il y a le coût de la vie, évidemment. On le voit d'ailleurs avec les grèves moins nombreuses. Pourquoi moins nombreuses? Parce que quand on fait grève, ça coûte cher et qu'il faut boucler les fins de mois. C'est évident. Il faut augmenter les salaires. Ça paraît évident. Il faut augmenter les salaires, mais en parallèle, il faut toujours se rappeler que le coût de la vie augmente sans cesse et que le reste à vivre diminue sans cesse. Le coût de la vie augmente sans cesse et le reste à vivre diminue sans cesse. J'aimerais avoir vos témoignages 0826 300 300 sur la question. Pour parler des salaires, avec nous, Francis Dubrac, qui est entrepreneur, président de la Société de travaux publics Dubrac. Vous êtes en Seine-Saint-Denis, essentiellement. Essentiellement. Travaillez dans toute la région parisienne. Combien de salariés? 400. 400 salariés. Stéphane Peu, qui est député communiste de Seine-Saint-Denis. Tiens, c'est votre député. Oui, on se connaît. Bonjour, un peu. Stéphane Peu. Bonjour. Vous le connaissez? Bien sûr, on se connaît bien. Moi, je commence à être un ancien élu de ce département, parce qu'avant d'être député, j'ai été élu local, dans une ville. Local, dans une ville. Bien. À Saint-Denis. Et puis, on attend, à Saint-Denis. On attend Gilles Bercette, qui est spécialiste du marché du travail, professeur à la Neoma Business School. Il va nous rejoindre dans un instant. Petit problème de taxi, mais rien de grave. Il sera là, évidemment. Bien. Un mot quand même, Stéphane Peu, sur ce qui s'est passé là. Vous êtes toujours membre de la NUPES? Je suis membre du Parti communiste français. Donc, qui est membre de la NUPES. Qui est dans cette coalition. Dans cette coalition, oui. Mais on n'en est pas membre. Hein. Non, c'est vrai, vous n'êtes pas membre. J'ai qu'une seule carte, moi, aller au Parti communiste français. Voilà. Non, mais je sais que aujourd'hui, vous aimez bien vous distinguer. Non, c'est pas ça. Mais quand il y avait le programme commun, vous qui avez un peu de bouteille, quand il y avait le programme commun, je me souviens. Vous vous souvenez, moi aussi. Donc il y avait le Parti socialiste, le Parti communiste, les radicaux de gauche, et nous étions ensemble dans l'union de la gauche, et il y avait chacun avec son identité, les uns communistes, les autres socialistes. Et la NUPES, c'est une coalition qui a été construite rapidement pour les élections législatives, qui regroupe 4 formations politiques, parmi lesquelles le Parti communiste, et moi je suis communiste. Liste autonome, communiste, aux européennes, vous y êtes favorable ou pas? Franchement, pour l'instant, on sort d'un congrès ce week-end à Marseille. On a un congrès qui a été une réussite. Une très grande réussite, oui. Et donc, on a décidé, pour l'instant, d'explorer les moyens de rassembler le plus largement possible. On n'a pas acté de décision sur liste tout seul. Vous êtes favorable ou pas? Moi, je pense qu'il faut se rassembler. On a fait une liste. Non, mais d'accord. Vous êtes favorable ou pas? Non, mais d'accord. Mais les communistes, ils ont eu des députés européens depuis que le Parlement européen existe. Jusqu'à la dernière élection, on a présenté une liste seule, conduite par Yann Brossa, qui a fait une campagne excellente. Mais campagne excellente qui ne nous a pas permis d'avoir de députés. Donc la question se pose, comment on s'affirme dans cette campagne européenne et comment en même temps on se donne tous les moyens de retrouver des députés au Parlement européen. Voilà, je peux pas... quand la décision n'est pas prise, je ne vais pas vous dire qu'elle est prise. On est d'accord, Stéphane Peu. Adrien Quatennens, réintégré au sein d'LFI, qu'en pensez-vous? Ça aurait été nous, ça n'aurait pas été fait. Voilà, il n'aurait pas été réintégré. Il n'aura pas été réintégré. Fabien Roussel l'a dit, d'autres chez nous l'ont dit. Voilà, il y a un acte qui n'est pas compatible avec l'engagement politique et surtout les responsabilités électives qui sont celles d'un député. Dernière question à propos du Parti communiste et des propos de Fabien Roussel sur l'immigration. Il pense qu'il faut être
plus dur sur les questions migratoires. Il faut mieux maîtriser les questions migratoires. Vous êtes totalement d'accord? Vous êtes élu de Seine-Saint-Denis. J'en ai beaucoup parlé avec lui hier après-midi parce que ses propos, vous êtes assez marrants, vous les journalistes, c'est-à-dire qu'il fait tout un discours sur les passoires qui sont devenues des frontières, s'agissant de l'évasion fiscale, s'agissant du dumping économique, s'agissant de la perte de souveraineté, de l'invasion des produits étrangers réalisés de n'importe quelle manière sur le plan social et environnemental et qui viennent concurrencer nos produits. Si on veut réindustrialiser la France et retrouver de la souveraineté, à un moment donné, il faut mettre des barrières aux frontières sur les produits et puis il faut mieux chasser l'évasion fiscale. Sur la question des flux migratoires, à partir du moment où vous êtes dans une nation qui est un espace démocratique de souveraineté, la question de savoir comment cette nation gère ses flux migratoires, c'est bien évidemment, personne et jamais le Parti communiste a dit que c'était que tout devait être parce que je me souviens ouvert. du Parti communiste d'Ivry sur Seine. Ouais, de Vitry. Vitry sur Seine, oui. Des bulldozers. Je fais un collab sur le... Des bulldozers. Oui, non, non, je dis ça d'accord, comme ça. mais moi qui suis élu de Saint-Denis depuis... de Seine-Saint-Denis, en même temps, il faut faire attention, parce qu'au moment où on parle de ça, vous avez 1200 personnes qui sont au milieu de la Méditerranée. Exact. Et qui ne savent pas où ils vont accoster, tous les pays se rejetant la responsabilité de le faire. C'est-à-dire, on peut avoir une politique de gestion des flux migratoires et en même temps une politique qui soit empreinte d'humanité. Humanité et fermeté. Oui, et puis comprendre dans quel monde nous vivons. Oui. Enfin, tout le monde dit que s'il y a 2 degrés d'augmentation du climat, vous avez environ, c'est des estimations, 1 milliard de personnes supplémentaires en exode à l'échelle de la planète. Donc, vous pouvez ériger tous les murs que vous voulez. Si on n'essaye pas d'apporter des réponses à ce qui sont les causes des migrations et de l'exode, eh ben, on se racontera des histoires et on racontera des histoires à nos concitoyens. Bien, nous allons parler, Gilles Berset nous rejoint, je rappelle, spécialiste du marché du travail, professeur à Neoma Business School, il est là, nous allons parler de l'augmentation des salaires. Est-ce une... petit tour de table, ensuite la pub et nous entrerons dans le débat, franchement. Petit tour de table, est-ce une priorité nationale, Stéphane Peu? Absolument, la première. Et la première avant tout? Avant tout, c'est vrai pour moi, mais c'est aussi ce que disent les Français. Bien, priorité nationale, Francis Dubrac, vous êtes entrepreneur. C'est un acte de management de prévoir les augmentations de salaire pour le bien-être des salariés et pour leur meilleure capacité au travail. Gilles Berset, priorité nationale? Mais ça doit être une priorité pour les partenaires sociaux. Vous voyez, c'est le rôle des partenaires sociaux que de négocier les salaires, de déterminer les salaires au niveau des branches et des entreprises. Donc quand c'est possible, et c'est pas possible partout, oui, effectivement, il faut que ça se fasse. Et il faut que les syndicats soient présents pour porter cette revendication. Ils ont montré une capacité de mobilisation ces derniers jours et ces dernières semaines. À eux de la porter aussi sur cet aspect, sur la hausse des salaires. Bien, merci. Vous êtes là tous les trois. Le débat va s'engager juste après la pub. Il est 11h12. Jean-Jacques Bourdin. Bien, augmentation des salaires, priorité nationale. Nous avons lancé un petit sondage comme ça sur Twitter avec Félix Mathieu. Félix, où en est-on? Eh bien, c'est un grand oui à 90%, à 89% pour être très précis sur Twitter. Priorité nationale. Vous entendez, priorité nationale. Ben évidemment, tout le monde est d'accord. Parce qu'au-delà de cette réforme des retraites, derrière la réforme des retraites, il y a le problème du coût de la vie. Et je le disais tout à l'heure, évidemment, le coût de la vie, ça devient dramatique pour beaucoup de personnes. J'attends vos témoignages. Tiens, Olivier sera là dans un instant avec nous. Les salaires réels sont beaucoup plus faibles qu'en 2019, avec la hausse des prix. Ça, c'est aussi une réalité qu'il faut prendre en compte. Alors, augmenter les salaires, faisons bien la différence entre les salaires dans la fonction publique et les salaires dans le privé. Déjà, regardons ce qui se passe aujourd'hui. Dans la fonction publique, 5 600 000 agents de la fonction publique, il y a ce qu'on appelle un indice. Et cet indice, c'est l'État qui décide. La dernière augmentation date de juillet, je crois. Hein. Donc aujourd'hui, est-ce que l'État doit ou pas augmenter cet indice ? Revaloriser cet indice? Première question. Qui veut commencer? Gilles Berset.
Oui, alors quand on parle de revalorisation des salaires, il faut quand même porter le problème à un autre niveau. Un autre niveau, ça veut dire quoi? On vit une époque terrible avec ce que les économistes appellent une détérioration des termes de l'échange, c'est-à-dire que on paye plus cher à l'étranger ce que l'étranger nous vend, l'énergie. Qui doit payer? Qui doit payer ce prélèvement extérieur? Je vous prends de l'argent dans votre poche. Oui. Vous avez moins d'argent pour votre consommation. Qui doit payer ça? La réponse qui a été faite en France est principalement, c'est nos enfants. Nos enfants, nos petits-enfants, via l'augmentation de la dette publique. Une réponse aussi qui est suivie en France, c'est que ça n'est pas les bénéficiaires de prestations sociales, puisque les prestations sociales sont indexées sur l'inflation. Une autre réponse qu'on a en France, c'est que ça n'est pas les salaires les plus bas, puisque les salaires les plus bas, le SMIC, est indexé sur l'inflation, et même sur une inflation qui est plus dynamique que l'inflation moyenne. Donc ce dont on parle, c'est la situation des salaires moyens et élevés qui, effectivement, ont connu, là, une baisse de pouvoir d'achat. Alors, Gilles Berset, on parle des salaires moyens et élevés, mais on parle aussi des salaires dans les branches professionnelles qui, malheureusement, avec l'augmentation automatique du SMIC, c'est très bien, l'augmentation automatique du SMIC, mais dans les branches, il y a des salaires qui sont moins élevés maintenant que le SMIC. Non. 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 C'est faux. Non, Francis Dubrac, c'est complètement faux. C'est vrai. C'est faux. C'est totalement faux. Ah bon, quand le SMIC dépasse un minima de branche, il est évident que les gens qui étaient payés à ce minima de branche bénéficient d'un supplément, d'un complément salarial qui amène leur rémunération. Mais il n'y a aucune augmentation automatique si augmentation du SMIC. Non, le SMIC est une disposition d'ordre public. Mais je sais. Donc personne ne peut être payé en dessous du SMIC. Voilà. Donc, si votre salaire, si le SMIC dépasse les minima de branche, eh bien, c'est le SMIC qui jouera et pas le minima de branche pour la rémunération des personnes qui étaient au minima de branche. Le problème du SMIC, c'est qu'avec un SMIC, on ne peut plus se loger aujourd'hui. Le député Peu connaît bien le logement mieux que moi, mais s'il faut 33% du salaire pour se loger, trouver un loyer qui correspond au tiers du SMIC, ça ne se trouve pas. Oui. Donc, pour moi, le SMIC n'est pas une référence. Moi, après, 15% des salariés sont au SMIC en France. On peut me parler de ce qui se passe à l'étranger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans ma cour tous les matins à 6h et quand je rencontre mes gars et qu'on discute du pouvoir d'achat et de l'augmentation, parce qu'il y a l'inflation générale, moyenne, et puis il y a l'augmentation sur les produits alimentaires qui aujourd'hui est de 13%. Donc il faut se rendre compte que pour acheter un kilo de farine ou un kilo de blé, c'est devenu très très cher. Donc à nous, chefs d'entreprise, et vous parliez des organisations syndicales, malheureusement, quand on est le matin dans sa cour, on est un peu tout seul, et les millions de chefs d'entreprise qui m'écoutent le savent, les décisions qu'on doit prendre, c'est un juste équilibre entre la santé de l'entreprise et l'augmentation des salariés, tout en motivant ces salariés pour que quand ils sont au boulot, ils n'aient pas la boule au ventre à se demander s'ils vont pouvoir le soir nourrir leurs gamins, mais continuer à bosser avec l'esprit un peu clair. C'est ça la vraie vie. Oui, mais Francis Dubrac, le SMIC augmente régulièrement. Pardon, mais moi j'ai pas vu de discussion ouverte dans les branches professionnelles pour l'augmentation des salaires. Vous me dites on passe au SMIC, on passe au niveau du SMIC. Quand on a un petit salaire dans une branche professionnelle, dans un métier. Non, je veux dire, ce qui se passe dans les branches professionnelles, c'est des négociations continues. Alors, les branches ont été déstabilisées, puisque pendant 10-12 ans, il n'y avait qu'une augmentation du SMIC. Au 1er janvier, l'inflation était très basse. Depuis 2 ans, on vit sur un autre rythme d'inflation. Je rappelle que, compte tenu de l'inflation forte, le SMIC a été augmenté 2 fois en 2021, 0,99% au 1er janvier, 2,24% au 1er octobre. En 2022, il a été augmenté 3 fois, 0,86 au 1er janvier, 2,65 au 1er mai, 2,03 au 1er août. Et puis, il a été augmenté au 1er janvier 2023, 1,81. Il sera sans doute augmenté bien sûr. Au 1er mai ou au 1er juin prochain, selon ce que l'INSEE publiera mais comme évolution de l'indice de prix. Les salaires les plus bas dans les branches professionnelles, eux,
ne suivent pas ces augmentations. Évidemment que si. S'ils sont rattrapés par le SMIC, s'ils sont rattrapés par le SMIC. Alors, s'ils sont un petit peu supérieurs au SMIC, ils peuvent être rattrapés par le SMIC. On vit une situation où effectivement il y a un tassement de l'éventail des salaires. Il y a un tassement vers le bas. Pardon, mais c'est ce que je veux démontrer. Il y a un tassement vers le bas. C'est une réalité. Je voudrais rebondir, si vous m'y autorisez, sur ce qui a été dit précédemment. Oui. Le groupe d'experts sur le SMIC que j'ai l'honneur de présider s'est penché sur la question de la pauvreté laborieuse. Qui sont les pauvres qui travaillent ? Oui. Qui sont-ils ? Oui. Puisque c'est d'eux dont vous parlez. C'est essentiellement des personnes à temps partiel. Première chose, puisque beaucoup de personnes, 17% des salariés sont à temps partiel, et parmi ces 17% de salariés à temps partiel, il y en a 40%, excusez-moi des chiffres, qui sont à temps partiel contraints, qui voudraient travailler plus, mais qui ne trouvent pas à qui le dites-vous, moi, un emploi de la à temps plein, qui ne trouvent pas un emploi à temps plein. La vraie question de la pauvreté au travail, et je renvoie tout le monde au rapport du groupe d'experts qui est en libre accès, c'est les temps partiels contraints. Et ces temps partiels contraints se retrouvent avec une fréquence très forte dans les familles monoparentales, souvent des femmes, mères de plusieurs enfants. Et là, il y a un travail de fond à faire. C'est un travail structurel à faire. Vous voyez, pour sortir ces gens-là d'une situation de temps partiel subi. Et c'est pas l'augmentation du SMIC qui sera la réponse à leur question. Oui, c'est la sortie du temps partiel. C'est ce que nous avons montré dans plusieurs rapports. Alors justement, on va en venir dans la deuxième partie de l'émission sur les solutions, sur ce qu'il faut faire pour augmenter le reste à vivre. Tout simplement, augmenter le reste à vivre. Donc il y a augmentation des salaires, il y a peut-être d'autres pistes à suivre également. 11h23, mais bon, vous parlez du temps partiel. Oui, mais on est sur le marché de l'emploi, ça va bien. Le marché de l'emploi fonctionne bien aujourd'hui en France. Comment se fait-il alors ? Comment se fait-il, et là je me tourne vers Francis Dubrac, comment se fait-il que le temps partiel soit toujours aussi important ? Avec un marché de l'emploi qui est en plein boom. Expliquez-moi. Oui, parce qu'il y a des sociétés qui n'ont pas besoin de gens 8 heures par jour. C'est aussi une explication. Mais en même temps, comme vous le faites remarquer, le marché de l'emploi est tendu actuellement. Et certains salariés en profitent et ils auraient tort de se gêner pour demander des avantages en nature supplémentaires. Aujourd'hui, on voit que les saisonniers demandent des logements, que ils ont raison. Chez moi, on demande des voitures de fonction pour rentrer, en plus du salaire. Donc, tout le monde est en train de se débrouiller. C'est pour ça que moi, je ne veux pas faire de généralité, parce que... pourquoi est-ce qu'il y a tant de temps partiel ? Tant, je ne sais pas quelle est la proportion, mais il n'y a pas tant que ça. C'est parce que... Allez-y, Stéphane Peu. Parce qu'en fait, quand on met le doigt là-dessus, on met le doigt sur la façon dont le gouvernement a essayé de réduire le chômage. Tout le monde peut se féliciter que le chômage soit à la baisse. Parce qu'il baisse. Mais le chômage baisse au profit d'une précarisation massive du salariat. Et du coup, c'est vrai ou faux ça ? C'est complètement faux. La part des CDI dans les embauches augmente. Oui. Depuis 2015. C'est-à-dire le pourcentage de personnes qui sont embauchées en CDI parmi l'ensemble des personnes qui sont embauchées n'arrête pas d'augmenter depuis 2015. On parle d'emploi stable, là. La précarité n'a pas augmenté. Non, je parle des Français qui sont au travail aujourd'hui. La part de Français travaillant de manière précaire, et c'est pas seulement les temps partiels, c'est les CDD, c'est les temps partiels, c'est l'intérim, c'est l'auto-entrepreneuriat. Je vous ai parlé de l'intérim, et des CDD. Leur part diminue dans les embauches. Je veux dire, Stéphane Peu, attendez, Stéphane Peu, terminé. Est-ce que oui ou non, aujourd'hui, il y a un paradoxe qu'il faut bien avoir à l'esprit, enfin on devra au moins se mettre d'accord là-dessus, c'est que le chômage baisse, la pauvreté salariale augmente. Et les inégalités se creusent. Voilà, ça c'est un constat. Pourquoi ? Bon, et donc parce que vous avez, d'abord, il y a une répartition de la valeur créée, une répartition entre le capital et le travail qui est de plus en plus inégalitaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la part
des dépenses contraintes pour les ménages, elle, n'a cessé d'augmenter. Donc le reste à vivre, ce que vous appeliez tout à l'heure le reste à vivre, lui, baisse. Mais quand dans ce pays, vous avez un salaire moyen qui est à 2500 € par mois, moyen, mais que vous avez le salaire médian, c'est-à-dire que vous avez la moitié des Français qui sont en dessous de 1950 € par mois, vous voyez bien l'écart qui se creuse à travers les rémunérations et les inégalités qui se creusent dans notre pays. Et si les inégalités se creusent à ce point, si on est passé de 10% de gens au SMIC en 2017 à un peu plus de 15% de gens au SMIC aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a une précarisation au sens de la pauvreté du salariat aujourd'hui. Et que dans notre économie actuellement, la répartition de la richesse, la réduction des inégalités n'est pas suffisamment une priorité. Moi, j'ai déposé 2 propositions de loi pour essayer de revaloriser le SMIC et les bas salaires, une autre pour faire une conférence salariale, tout en aidant les TPE, PME, parce que toutes les entreprises ne sont pas à la même enseigne du point de vue des efforts qu'il faut faire et de leur capacité à le faire. Et plutôt que de gaspiller de l'argent dans les aides multiples, notamment le CICE, qui est fait sans aucune condition en matière de salaire, de formation, de recherche et développement, et qui vient grossir les dividendes des entreprises, tant qu'on n'arrêtera pas cette gabegie d'argent public en direction d'entreprises sans contrepartie sociale à tout le moins, eh ben on ira dans le mur. Donc il faut sortir de cette naïveté. Bien. Alors les solutions, parce que on est d'accord, il faut absolument revaloriser les salaires d'une manière ou d'une autre. Quelle solution, comment faire? Tiens, il y a Olivier qui nous appelle. Je le mettrai à l'antenne tout de suite après la pub et nous partirons sur les solutions. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est quelle heure? Il est 11h31. Allez, comment faire pour augmenter, lutter contre la pauvreté au travail? C'est l'un des aspects des choses. Et comment faire pour augmenter les salaires, donc le reste à vivre? Donc le reste à vivre. Je tiens beaucoup au reste à vivre parce que c'est ce qui compte le plus, le reste à vivre, pour chacun d'entre vous et d'entre nous. Olivier. Oui, bonjour. Bonjour Olivier, vous êtes retraité du BTP. Oui. Francis Dubrac va être content. Quelqu'un de bien. J'étais employeur pendant 20 ans. D'accord, ok. Les 20 dernières années. Bon. Donc je comprends le problème pour augmenter les salaires. Hein. Oui. C'est pas évident parce qu'on n'augmente pas que les salaires, on augmente aussi les charges. Oui. Mais je voulais revenir sur un truc parce que j'ai regardé mes vieux bulletins de salaire et je me disais avant je gagnais beaucoup plus. Mais j'ai regardé en 1976, je faisais 196 heures par mois. Oui. Donc le problème il est simple. Tant qu'on faisait 39 heures, on gagnait un peu. Moi, je faisais 48 heures, mais 39 heures, on gagnait bien notre vie. Mais on a fait 17 heures de moins par mois. Donc, à 10 €, ça fait 170 € de moins. Donc, pourquoi on ne reviendrait pas à... Au lieu de... Parce que ça va englober deux problèmes. Ça va englober le problème des salaires, du pouvoir d'achat, et le problème des retraites en même temps. Oui. C'est-à-dire que si on repassait à 39 heures, on règle le problème des retraites définitifs. Et on n'a pas besoin d'allonger la durée de cotisation. C'est pérennisé, c'est des milliards d'heures en plus. Je crois qu'à 26 millions de salariés, ça représente 18 milliards d'heures par an. Travailler plus et moins longtemps, quoi. Mais on travaillera plus, moins longtemps, on gagnera plus. Parce qu'on fera plus d'heures, on gagnera plus. Bon. Monsieur Macron, il sera content parce que comme on gagnera plus, on dépensera plus, il récupérera en plus de la TVA. Et je ne comprends pas le système, parce que qui est fautif dans l'histoire? Les socialistes ont baissé de 65 à 60 ans, ils ont baissé de 40 heures à 35 heures. Là, M. Macron, il essaye de reprendre le système des 65 ans, il avait proposé 65, il revient sur 64. Pourquoi il ne réagit pas sur les heures hebdomadaires? Bien, merci Olivier. Alors, oui, Stéphane peut. Oui, non, mais bon, moi j'entends. Enfin, c'est un argument. C'est un argument. Hein. C'est un argument assez connu. Moi, ce que je constate autour de moi, je suis député de la Seine-Saint-Denis. Beaucoup de salariés précarisés. Beaucoup de salariés ubérisés, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est-à-dire, c'est des gens, ce n'est plus du salaire, c'est des salariés indépendants avec l'espèce de chimère de la liberté de l'auto-entrepreneuriat. Et aujourd'hui, il faut travailler 20 heures de plus par semaine pour faire le même salaire qu'il y a 4 ans, pour un chauffeur VTC.
Donc, pour faire le même salaire. Parce que vous êtes dans un rapport qui est totalement inégalitaire avec la plateforme qui vous embauche. Bon, que vous avez du travail partiel contraint, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes surfaces, par exemple, n'embauchent plus de caissières en CDI à temps complet. C'est des CDI à temps partiel, contraints, obligatoires, ou parfois vous êtes obligé de travailler un peu le matin, un peu le soir, avec une déstructuration de la vie. Et je peux vous dire que la plupart des personnes que je connaisse ne rechignent pas à travailler plus, parfois à avoir double ou triple emploi pour essayer de s'en sortir. Donc, je pense que si on ne veut pas traiter la question de la répartition de la valeur, d'une égalité de traitement dans ce pays, et qu'on ne passe pas par cette conférence de salaire que doit initier l'État, eh ben, on se racontera des histoires où on fera... selon vous, on aura des propos nostalgiques. L'État doit initier une grande conférence sur les salaires. Bien sûr, il doit prendre l'initiative. Mais il faut que les partenaires sociaux soient d'accord. Syndicats, organisations de salariés, syndicats de salariés, syndicats du patronat. Moi, je pense que la situation économique est totalement spécifique dans chaque branche, et à l'intérieur de chaque branche, dans chaque entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui auraient les moyens d'augmenter les salaires. Dans certaines branches, ça serait envisageable aussi. C'est là où la négociation doit se faire. C'est là où les syndicats doivent jouer leur rôle. Pas de grande conférence sur les salaires. Encore une fois, pourquoi vouloir faire le boulot que les partenaires sociaux doivent prendre à charge? Pourquoi vouloir charger l'État? Parce qu'ils ne le font pas. Mais attendez, encore une fois, les partenaires sociaux, les syndicats de salariés montrent une vraie capacité de mobilisation en ce moment contre la réforme des retraites. Alors qu'ils se mobilisent pour les salaires? Je veux dire, s'ils défendent l'intérêt des salariés dans les branches et dans les entreprises, c'est à eux de se mobiliser à fond. La situation conjoncturelle leur est complètement favorable. Il y a des difficultés de recrutement dans beaucoup d'activités économiques, qui fait que le rapport de force est vraiment en faveur des salariés. Et je voudrais ajouter une chose. On est un peu... Est-ce qu'ils se trompent de combat en se battant contre la réforme des retraites au lieu de se battre? On est un peu... On est un peu au bout du rouleau. On est un peu au bout du rouleau sur l'intervention de l'État et sur les moyens que l'État a d'intervenir. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez combien, par exemple, un célibataire à temps plein au SMIC reçoit chaque mois comme prime d'activité? Et combien les entreprises du CAC 40 reçoivent d'aide directe de l'État? On pourra en parler. On pourra en parler. Vous voyez, c'est quelque chose d'important, c'est une aide importante que 240 € par mois. Vous voyez, c'est pas négligeable, qui s'ajoute aux aides au logement, qui s'ajoute, etc. Et on est dans quel... Un célibataire n'a pas d'APL. On est dans quel... Un smicard célibataire n'a pas d'APL, oui. Il n'a pas d'APL, mais il peut avoir d'autres formes d'aide au logement. Lesquelles? Un smicard célibataire n'a pas d'aide sociale. Regardez notre rapport, vous allez voir tous les cas de figure, etc. Alors, on aboutit à une situation très paradoxale, où comme l'ensemble de ces aides est dégressif. Évidemment, quand les revenus du travail augmentent, elles diminuent, parce que sinon ça reviendrait très très cher. On est le pays dans lequel la mobilité salariale de tous les pays développés, ça a été montré par l'OCDE, nous publions ça aussi dans notre rapport, les gains de la mobilité salariale sont les plus faibles. Les plus faibles en France que dans tous les autres pays avancés. C'est vrai qu'il y a peu de mobilité salariale. Il y a peu de mobilité salariale parce qu'il y a peu de gains à la mobilité salariale. Il faut retrouver les moyens de rémunérer l'ambition, de rémunérer la formation professionnelle, parce qu'il y a pire qu'être au SMIC. Et d'aider à la mobilité. Il y a pire qu'être au SMIC. Il y a le fait de le rester. Il y a le fait de le rester. Alors, le chef d'entreprise que vous êtes, Francis Hubrac, écoutez, moi, le problème des salaires, c'est un problème important parce que c'est le cash pour vivre tous les jours. C'est le pouvoir d'achat. On sait que chaque entreprise va avoir un regard différent en fonction de ses résultats, en fonction de son chiffre d'affaires. Donc, comme le dit monsieur, certainement que les salaires, les augmentations de salaires sont à voir au niveau des partenaires sociaux et à l'échelon national. Et dans les branches professionnelles. Mais il y a quand même un levier extraordinaire qui a plus de 60 ans, qui est l'intéressement inventé par De Gaulle, et qui permet d'amener qui devrait permettre
d'amener du cash aux salariés. Aujourd'hui, il faut le placer 7 ans pour le récupérer, sauf si vous passez... c'est très compliqué. C'est très compliqué. Oui. Et en plus, il est très inégalitaire. On l'a vu, le salarié... il vaut mieux être chez Total, que dans une PME. Oui, ça c'est clair. Donc, ce que je propose, monsieur le député... Il vaut mieux avoir un gros salaire qu'un petit. Voilà, c'est pour ça, monsieur le député... Quoique c'est plafonné, l'intéressement est plafonné dans les grandes entreprises. Je pense qu'il est temps de créer une caisse nationale de l'intéressement où on ira verser l'ensemble des bonis faits par les entreprises dédiés à l'intéressement qui sont distribués à l'ensemble des salariés et le salarié qui dans la petite boîte touchera quelque chose. Mieux répartir l'intéressement. Mieux répartir les bénéfices des entreprises. Tout à fait. Et le toucher tout de suite. Entre le salarié et l'actionnaire. Moi, mes salariés, Mamadou, c'est là la répartition des richesses peut-être mieux. Mais Francis, il veut pas d'argent dans 7 ans. Francis Debrac, votre proposition, j'y adhère, mais ça a un nom. Ça s'appelle l'impôt. Non. Non, c'est comme la caisse des congés payés, tout le monde cotise en fonction de... Pourquoi est-ce que l'État devrait se mêler... Ça s'appelle la fiscalité. De la répartition. Pourquoi est-ce que l'État devrait se mêler de ce que les branches professionnelles et les entreprises avec les salariés... Non, mais le problème, si vous voulez, c'est il y a eu beaucoup de journées de grève depuis le début de l'année sur la question des salaires. Contrairement à ce qui se dit, les syndicats s'en occupent aussi, s'occupent pas que de la mobilisation sur les retraites. On a l'impression qu'ils s'en occupent moins. Oui, mais parce que c'est moins visible, parce que les accords, ils se font soit dans les branches, soit dans les entreprises. Et prenez, je vous invite à essayer de regarder tous les accords d'entreprise qui ont été signés depuis le début de l'année entre les partenaires sociaux sur la question uniquement des salaires, et vous verrez qu'il y en a beaucoup. Bon, la question qui est posée, c'est que d'abord, ça se fait là où il y a des partenaires sociaux, et malheureusement, les lois qui ont été votées ces dernières années, notamment la loi travail, a fait en sorte qu'il y ait de moins en moins de représentation syndicale dans les entreprises. On manque de représentation syndicale dans ce pays. Il y a moins de la suppression de toute une série de structures partenariales dans les entreprises par la loi travail. Il y a peu de salariés syndiqués en plus. Mais cela étant, on peut pas avoir d'un côté l'État. Moi, je vote des lois de finances tous les ans. Enfin, je les vote pas, mais je vote contre, mais je les vote quand même. Des lois de finances tous les ans où je vois les sommes astronomiques, que ce soit la loi de finances de l'État ou la loi de finances de la sécurité sociale, les sommes astronomiques qui sont faites en défiscalisation, en baisse de cotisation, en suppression de cotisation, en baisse d'impôts, en crédit d'impôts pour les entreprises. Et tout ça ça favorise l'emploi. Mais parfois, sans aucune contrepartie. Est-ce que vous considérez normal que le seul domaine dans ce pays où l'État distribue de l'argent public dans des proportions colossales, ce soit le seul secteur où il n'y ait aucune contrepartie en face? En ce moment, il y a une loi où on essaye d'obtenir des gens qui bénéficient du RSA, des contreparties en matière de services et de travail fournis. On exige cette contrepartie aux gens qui sont RSA et on distribue des milliards d'euros aux entreprises et notamment aux grandes entreprises sans exiger en échange le moindre effort pour la nation. Justement, on peut en prendre un peu pour mettre dans une caisse pour en donner aux petits. Oui, c'est pour ça que c'est pas un impôt, c'est une répartition de la solidarité. Mais l'argent qui est donné, c'est l'argent de nos impôts. Ah bah si on le reprend. Ça s'appelle l'impôt. Gilbert, c'est un mot court, puis je voudrais mettre Christophe en ligne avec nous. Juste un point. La France est derrière le Luxembourg, le pays européen dans lequel l'imposition du capital et des revenus du capital est le plus élevé. Voilà, c'est un fait. Il y a donc un rapport qui est fait. Parce que vous mélangez les impôts et les cotisations sociales. Il y a un rapport qui est fait tous les ans là-dessus, avec les allègements de cotisations. Vous mélangez deux choses. En prenant en compte les allègements de cotisations sociales. La France est l'un des pays dans lesquels... Attendez. Mais les cotisations, mais ce n'est pas de l'impôt. Attendez, si je peux finir. Soyez rigoureux. Des cotisations sociales, ce n'est pas de l'impôt. Attendez, si je peux finir. En prenant en compte les allègements de contributions sociales employeurs, la France est l'un des pays dans lequel le coût du travail horaire est le plus élevé. Mais pas du tout. Regardez les chiffres. Oui, mais bon, je veux dire, on a l'impression que votre discours pourrait être tenu quels que soient les chiffres. Moi, je vous parle des chiffres. Oui, mais alors les chiffres ont leur importance. Oui. Vous s'assoyez. Messieurs. Alors, voilà. Gilbert, peu importe. Sur la participation, moi, j'irai plus loin.
quel était le dispositif qui plaisait beaucoup au général de Gaulle? C'était pas l'intéressement. C'était la participation. C'était la participation. Et pourquoi la participation? Pourquoi ça plaisait autant au général de Gaulle? Pourquoi il a tant voulu cette ordonnance en 67? Parce qu'on partage le profit. Parce que l'assiette de la participation, c'est le bénéfice des entreprises, ce qui n'est pas le cas de l'intéressement. Vous le savez comme moi. Et donc, il voulait justement dire, l'entreprise fait des profits, eh bien, ces salariés développons la participation. Développons la participation. 7 ans, c'est tout de suite. Mais absolument, absolument. Il faut revoir la participation pour lui donner une ambition vraiment. Mais la référence au général de Gaulle montre bien que si l'État en France n'est pas initiateur, eh ben spontanément, ça ne se fait pas. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai aussi. Et pardonnez-moi, mais depuis de Gaulle, on n'a pas beaucoup avancé. Non, mais pourquoi on n'a pas beaucoup avancé? Pourquoi dans ce domaine-là, il est légitime que l'État intervienne? Nous sommes, de tous les pays développés, celui dans lequel le nombre moyen de jours perdus pour grève et arrêt collectif de travail est le plus élevé sur les 2 dernières décennies. Il faut favoriser la paix sociale. Il faut réduire cette conflictualité. Favoriser la paix sociale et développer le syndicalisme. Et développer le syndicalisme. Et contrairement à ce que dit monsieur, les lois travail ont été des lois qui ont donné les clés du camion aux partenaires sociaux et aux syndicats de salariés. C'est marrant. Bon, allez, vous êtes le seul. Eux, ils disent le contraire. Midi moins le quart, Christophe est avec nous dans un instant et nous finissons ce débat. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h48, alors témoignage, ça se multiplie très vite parce qu'on a peu de temps, malheureusement. Christophe est à Montpellier. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Jacques. Ça va Christophe? Ça fait très plaisir parce qu'on s'était très souvent sur notre radio. Ah, sur une autre radio qui s'appelait RMC, Christophe. Par exemple. Par exemple. Allez-y Christophe. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Je veux dire qu'en fait, on n'a pas les moyens. On est endetté à hauteur de 3 000 milliards. Oui. Ce qui fait faire des économies. Donc, c'est baisser les charges. On ne peut pas augmenter les salaires. Et ensuite, il faut arrêter de faire des cadeaux d'assistanat. Je fais bien la différence entre l'assistanat et le social. Il faut faire un choix entre les intercommunalités ou les mairies, entre le département et la région. Arrêter de donner de l'argent aux grosses entreprises. On est obligé de passer par l'économie. Des économies, ça, vous avez assez raison. L'État et les collectivités pourraient en faire. Enfin bon. Et l'État pourrait en faire encore, oui. C'est la seule solution. Baisser les charges. Et j'écoutais l'intéressement. La plus grande entreprise de France, c'est l'artisanat. Vous ne pourrez pas demander de l'intéressement à l'artisanat. Donc il y aura une participation, ce qui ne serait pas tout à fait pareil. Est-ce qu'on peut demander une participation à l'artisanat? Très vite, tour de table. Christophe se lève. Stéphane Peu, possible? Il fut un temps où ça se faisait davantage. Hein. Moi, j'ai connu, je ne vais pas vous raconter ma vie personnelle, mais ma femme, elle est salariée dans un salon de coiffure. Oui. Ça va faire maintenant un certain nombre d'années. Oui. Il fut un temps où, quand elle travaillait dans les salons parisiens, et d'ailleurs c'était un moyen de changer de salon, il y avait le salaire et il y avait la participation. Je peux vous dire, aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. C'est possible. Évidemment qu'il faut étendre la participation. Alors, il faut l'adapter. Même chez un artisan, c'est possible. Absolument. Mais le mode de calcul, le mode de calcul doit évidemment être adapté aux petites entreprises. Ça peut pas être la même formule. Ça peut pas être la même formule. Mais il faut créer une communauté d'intérêt entre l'entreprise, ses salariés et le chef d'entreprise. Et la participation s'y prête particulièrement. Christophe, merci. Mon cher Christophe, merci. Alors, je vais prendre Philippe, qui est à Narbonne. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous dites? Écoutez, moi je voulais juste interpeller la personne qui disait qu'on avait des primes d'activité à 270 € par mois. 40. 240. 240. Écoutez, moi j'ai 52 ans, j'ai fait une reconversion professionnelle dans l'agriculture, enfin dans la viticulture. Je gagne 11,92 de l'heure et je touche 87 € de prime d'activité. Alors s'il peut m'envoyer un dossier que je puisse demander cet argent, il n'y a aucun problème. Donc vous touchez 1600 € par mois? Oui. Et vous touchez 87 € de prime d'activité. Moi je parle d'une personne qui est à temps plein au SMIC. Célibataire à temps plein au SMIC. Ah oui. Voilà, ça diminue après quand on est au-dessus du SMIC, c'est vrai. C'est vrai, et puis d'ailleurs, quand on a un salaire élevé, il n'y en a plus. Donc peut-être que j'ai meilleur temps, peut-être, je vais dire d'arrêter mon travail, de travailler au SMIC pour toucher les aides d'État. Ah, c'était aussi un autre débat. C'est effectivement ce que j'évoquais tout à l'heure en disant que la France, quand on se compare à tous les autres pays, et je vous renvoie au rapport du groupe d'experts sur le SMIC, la France est le pays dans lequel l'augmentation de salaire, quand quelqu'un démarre au SMIC, rapporte le moins en termes de revenus.
Pourquoi? Parce qu'il y a une dégressivité, il y a une baisse des prestations. Est-ce que les salaires augmentent plus dans les autres pays d'Europe qu'en France? Plus vite? Moi, je vois une chose. Je peux prendre l'exemple d'un grand voisin, l'Allemagne. Oui. Vous avez vu les conflits... Il y a une forte précarité en Allemagne. Non, vous avez vu les conflits qui ont été engagés dans plusieurs secteurs. Et comme le patronat en Allemagne a lâché dans les services, dans la métallurgie. Ils ont lâché de grosses augmentations. Il y a une forte mobilisation et les partenaires sociaux se sont entendus, mais les syndicats de salariés se sont augmentés. Mais en Allemagne, les syndicats sont beaucoup plus puissants qu'en France. Ils se mobilisent dans certaines branches. Ils se mobilisent aussi pour certaines choses. Vous savez que la mobilisation contre une réforme comme celle des retraites ne serait pas possible en Allemagne. Ça serait inconstitutionnel. Puisque ça, c'est du ressort des partis politiques et du Parlement. Par contre, les syndicats se mobilisent fortement pour les salaires et pour l'emploi. Et soyons la France, soyons fiers d'être français. Mais en tout cas, moi, je suis... franchement, ce qui me frappe un peu dans le débat, notamment dans ce que vous dites, c'est... dans le monde qui soutient encore le président de la République, ou sa politique, c'est cette cécité sur un problème majeur. Moi, ma première proposition de loi sur la question des salaires date de 2018. J'en ai refait une autre en 2019, une autre en 2020. C'est un sujet qui est lancinant. Il était au cœur du mouvement des Gilets jaunes, celui de la répartition de la richesse et de la valorisation du travail. On ne peut pas dire valeur travail. On aime le travail et ne pas rémunérer le travail et ne pas aimer les travailleurs. Donc, à un moment donné, il faut que dans ce pays, on arrête de nous expliquer et de nous comparer ou de nous faire des mauvaises comparaisons. Il y a aujourd'hui une politique de l'offre qui a été privilégiée maintenant depuis plusieurs années, qui fait que il y a des aides publiques en direction des entreprises sans condition et des salariés qui sont de plus en plus précarisés et paupérisés. Donc une réflexion nationale. On va tout droit vers une explosion sociale dans notre pays. Ce ne sera pas faute de vous avoir alerté. Et plus importante que celle concernant les retraites. Une réflexion nationale autour d'une politique salariale. Ce serait peut-être pas mal. Est-ce que vous me permettez de faire un rappel historique? Très vite. Vous savez, c'est un gouvernement de gauche, le gouvernement de Pierre Mauroy, avec des communistes qui faisaient partie du gouvernement, qui, en 1983, a interdit l'indexation des salaires sur les prix. L'indexation des salaires sur l'inflation a été interdite par la loi à l'initiative du gouvernement Mauroy, dans lequel il y avait des représentants communistes. Pour quelle raison ça a été interdit par ce gouvernement? Parce qu'on allait dans le mur. Oui. On allait dans le mur. La France allait dans le mur. Oui, mais c'est avec la solution. Avec beaucoup de pauvreté, avec beaucoup de... personne n'a avancé cette idée. Mais est-ce que vous pouvez dire, excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que la fameuse boucle salaire-inflation, enfin prix-salaire, aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans notre pays sur l'inflation? On peut pas le dire. On peut pas l'exclure. Je vais juste vous prendre le secteur agroalimentaire. On a dit tout à l'heure que l'alimentation, c'est le premier poste des ménages qui subit l'inflation. Jamais les profits du secteur agroalimentaire ont été aussi élevés. Et jamais les salaires dans le secteur agroalimentaire et à des secteurs où les salaires sont les plus bas. Surtout des grandes entreprises de l'agroalimentaire. De l'agroalimentaire. Et donc vous voyez bien que c'est pas la spirale salaire-prix ou prix-salaire, c'est la spirale profit-prix qui est en train de peser actuellement sur l'inflation sur les produits alimentaires. Bien, merci messieurs. C'est un débat passionnant qui n'est pas clos. C'est le moins qu'on puisse, ça va. Croyez-moi, on n'est pas prêt. On va y revenir. Les salaires, préoccupation majeure. Le revenu, encore une fois, le reste à vivre. Il est 11h56. Merci, vous êtes sur Sud Radio. Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, de partager ces 2 heures. Parlons vrai chez Bourdin tous les matins, c'est passionnant. Je vais recevoir un homme qui a beaucoup souffert dans sa chair. Il s'appelle Philippe Chauvin. Le combat d'un père endeuillé, c'est un livre qu'il publie aux éditions du Rocher, son livre. Le titre « Rugby, mourir fait partie du jeu ». Il a perdu son fils. Il a perdu son fils en décembre 2018 sur un terrain de rugby.
Nicolas avait 18 ans. Il jouait son premier match en tant que titulaire espoir au Stade Français Paris, avec le Stade Français Paris, lorsque, à la suite d'un plaquage, il ne s'est pas relevé. Il a été victime d'une fracture de vertèbre et il est décédé. Évidemment, Philippe Chauvin a tout reconstitué. Il se bat depuis pour que dans ce monde du rugby, on prenne en compte ce qui s'est passé et surtout on modifie les règles et surtout on fasse des propositions. Il a reçu beaucoup de promesses, mais très peu de réponses. Il raconte tout ça. Il sera avec nous dans un instant, Philippe Chauvin. Mais auparavant, je voudrais que nous écoutions Eric. Vous savez que dans notre émission, vous pouvez intervenir. C'est d'ailleurs la force de ce rendez-vous entre 10h30 et midi et demi, c'est que vous êtes là avec nous et vous témoignez, vous appelez. Comme Eric, vous appelez quand vous entendez un sujet qui vous fait réagir. Vous avez appelé très nombreux ce matin. Eric, par exemple, est dans les Hautes-Pyrénées. Eric est agriculteur. J'avais commencé l'émission sur aujourd'hui les agriculteurs qui se sentent mal aimés, qui se sentent montrés du doigt. Eric, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Eric. Je sais que vous êtes ému. Je le sens. Vous êtes agriculteur bio, éleveur de vaches. Oui, c'est ça, oui. Non, c'était pour vous, pour réagir par rapport à tout ce qu'on entend dans les médias par rapport à notre métier. J'ai été en conventionnel, je suis installé depuis une quinzaine d'années. J'étais en conventionnel et je suis passé par conviction personnelle en bio. Et j'ai découvert le marché du bio, un marché qui n'existe pas, qui est très marginal et qui est intenable pour nous. Intenable pour nous. J'ai des bovins et en plus je suis multiculturel. Je fais une culture maïs, soja bio, maïs bio, tournesol, luzerne, tout un tas de choses. Et alors je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas comme un bon nombre d'entre nous. Et surtout en bio, le marché bio qui n'existe pas. Le marché bio, il faut savoir que quand on vendait les animaux il y a une quinzaine d'années, moi je fais des veaux. Quand je vendais des veaux il y a une quinzaine d'années, c'est le même prix aujourd'hui. Ouais. C'est le même prix. Il faut savoir qu'on est tenu à la gorge par les grosses firmes qui diligentent les prix et nous qui sommes en bas de l'échelle et qui sommes en production, nous n'avons aucune répercussion de tout ce qu'on entend, de l'augmentation des prix, de ceci ou cela. Je vois dans les grandes surfaces que les prix augmentent, notamment de la viande, et nous n'avons aucune répercussion de tout ça. Chez vous, les prix n'augmentent pas. Absolument pas, non. Et oui. Et Eric, vous avez dû vendre la moitié de votre troupeau, oui, bien sûr, votre cheptel. Bien sûr, l'an dernier, il a fait tellement chaud. On a donné du fourrage depuis début juillet. Et moi, je me suis retrouvé fin décembre avec le stock considérablement diminué, alors que d'habitude, j'ai du stock jusqu'à fin mars. Et donc, il faut prendre des décisions et voilà, j'ai fait ce choix-là. On fait bien appel à nos représentants de nos chambres d'agriculture qui nous aident absolument pas, qui nous font croire que. Eric, est-ce que vous arrivez à vivre de votre travail? Non, je suis double actif. Moi, je suis obligé de travailler à l'extérieur. Je suis double actif. Je travaille la nuit et la journée, je travaille sur mon exploitation. Vous travaillez la journée sur votre exploitation et en plus, vous êtes obligé de faire un autre travail et essentiellement la nuit. Oui, je travaille. Combien gagnez-vous? Sur mon exploitation, zéro. Zéro. J'ai une soixantaine d'hectares. Quand je déduis tout l'amortissement du matériel, il me reste absolument rien. J'entends une immense tristesse dans votre voix. Ah ben oui, bien sûr, parce que tout ce qu'on entend, c'est de la poudre aux yeux. C'est des mensonges, là. Et le seul qui est perdant dans l'histoire, c'est le consommateur, d'abord, d'une part.
et 2 JO, mais les éleveurs, parce qu'on nous fait croire que... Il y a quelqu'un de la Chambre d'agriculture qui m'a dit pour que vous vous en sortiez, monsieur, il faut mettre les animaux en montagne, comme ça vous aurez des primes. Là, j'ai dit, madame, non, moi je travaille la semaine, je ne vais pas en plus, mettre mes animaux en montagne pour avoir des primes. Le métier, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut qu'on soit rémunéré du travail qu'on fait. Et non pas vivre de primes et de Pâques et de je ne sais quoi. Mais évidemment. Merci pour votre témoignage, Éric. Je vous en prie. Merci pour votre témoignage. Il est symptomatique d'une situation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé cette émission avec la détresse des agriculteurs qui se sentent de plus en plus mal aimés dans notre pays et ils nous sont indispensables. Il est 12h12. Je suis dans un instant avec notre invité. Philippe Chauvin, rugby, mourir fait partie du jeu, le combat d'un père endeuillé, séché aux éditions du Rocher. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h16, merci d'être avec nous. Philippe Chauvin, bonjour. Merci d'être venu. Je cite le titre de votre livre, Rugby, mourir fait partie du jeu, le combat d'un père endeuillé, c'est aux éditions du Rocher. Décembre 2018, votre fils Nicolas joue un match à Bordeaux avec le Stade français. C'est son premier match en tant que titulaire espoir dans l'équipe du Stade français. Il est 3e ligne et à la suite d'un double plaquage brutal, il est victime d'un très grave accident sur le terrain. Il décède à l'hôpital. J'ai résumé. Double plaquage brutal. Depuis, j'imagine le combat d'un père endeuillé, j'imagine les souffrances que vous avez endurées. D'autant plus que le rugby, quand on réfléchit au rugby, on dit le rugby a une philosophie, c'est faire vivre le ballon. Faire vivre le ballon, ça ne veut pas dire tuer les joueurs qui jouent avec ce ballon. Depuis, vous vous battez pour que l'on change les règles. Pas que les règles d'ailleurs. On vous a fait beaucoup de promesses ? Écoutez, après le décès de Nicolas, pendant 2 semaines, donc entre le 12 et je dirais un mois, 12 décembre et 12 janvier, on a entendu beaucoup de médias, beaucoup de dirigeants s'exclamer et faire de belles promesses, comme par exemple revenir sur une proposition de bon sens qui était de remettre la catégorie espoir de 18 à 20 ans et Réchelle de 21 à 23 ans. Par exemple, c'était le cas en 2014. Ça a été annulé, ça a été défait pour des raisons économiques. Ouais. Et là, Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, déclare le 20 décembre ou dans ses alentours qu'il faut revenir à cette catégorie d'âge parce qu'on doit respecter le développement physique des jeunes et ne pas les mettre en danger. Alors, ça n'a pas été fait, bien évidemment, parce que beaucoup de promesses ont été faites, mais rien n'a été fait. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que quand on a 16 ou 17 ans en rugby, on peut jouer contre des joueurs, si on est au niveau régional, par exemple, contre des joueurs qui ont 20 ans. Et donc le danger, différence de gabarit, enfin bon, etc., etc. Donc le danger dans les chocs, évidemment. Donc ça, c'est une première promesse qui n'a pas été tenue. Exactement, c'est une promesse... Alors ça existe au football, par exemple. Mais ça existe. Les catégories d'âge sont totalement différentes. Mais ça existe au football, mais même dans les rencontres internationales, vous parlez de U18, vous parlez de U19 et vous parlez de U20. Vous ne parlez pas de joueurs qui vont faire un grand fourre-tout et faire des confrontations internationales en mélangeant toutes les catégories d'âge. Donc en fait, on est revenu sur quelque chose de globalisant pour des raisons strictement économiques. C'est-à-dire il fallait pas avoir 2 équipes. Ça vous fait 2 équipes, ça fait double frais et ça fait plus de personnes, plus de personnel. Et paradoxalement, le rugby, avant qu'il soit professionnel, était dans cette configuration-là. Et en 2014, donc je dirais 20 ans après son professionnalisme, en fait, a dégradé ces conditions-là, puisqu'il les a rassemblées dans une seule et même catégorie, avec les dangers que ça comporte. Avec les dangers que ça comporte. Ça, c'est une première promesse qui a été faite, mais qui n'a pas été tenue. Que voulez-vous ? Bon, au-delà de
de rappeler le drame que vous avez vécu. Je vous lis. La position des instances en charge du rugby ou du ministère des Sports reste discrète, pour ne pas dire inexistante. Il semble que ce point du règlement est un élément fondamental des valeurs éducatives du rugby. Quel est le point du règlement que vous évoquez là? En fait, il y a dans le chapitre du jeu dangereux, il y a une règle qui s'appelle la règle 9 alinéa 11. Donc ça fait 911, c'est pas compliqué à se rappeler, et qui dit qu'on ne doit rien intenter qui soit dangereux ou imprudent pour l'adversaire. Tout est dans la phrase. Tout est dans la phrase. C'est ce règlement-là qu'il faut changer. Non, il ne faut surtout pas le changer. Ce point de règlement... Ou il faut le faire appliquer. Mais bien sûr. Voilà. Il figure dans le règlement et personne n'en parle. Mais pourquoi ? J'ai bien envie de renvoyer... Donc je l'ai renvoyé de maintes fois à mes interlocuteurs en leur disant mais quelle est cette posture et pourquoi est-ce que vous ne le rappelez pas officiellement et publiquement? Moi j'ai même demandé à ce qu'on le fasse recopier sur les licences des adhérents de toute personne qui pratique le rugby, qui soit joueur, dirigeant ou soigneur, il recopie la phrase. Et l'afficher, bien sûr. Je crois que seul le Stade français a voulu l'afficher. Le Stade français a accepté de l'afficher. Et là, le comité Île-de-France, Florian Grill, a accepté immédiatement, quand j'ai demandé ça en novembre 2019, dans les 48 heures, il avait adressé un courrier que j'ai reçu, j'étais un ancien dirigeant, et j'ai vu effectivement le support, l'affiche, tout était là. Tout était là. C'est les seuls qui ont répondu. Dans aucun autre club, ce n'est affiché. Je ne peux pas vous le dire, puisque hélas, je ne circule pas dans tous les clubs, mais à ma connaissance, si ça l'était, je pense qu'on en entendrait un peu parler. Donc la première chose, c'est respecter les règles. Exactement. Respecter les règles et mettre des tranches d'âge, reprendre les tranches d'âge, respecter les règles, et ensuite qu'est-ce que vous faites comme proposition pour améliorer la sécurité sur le terrain? En fait, on part d'un constat. Oui. Le constat, c'est que on a des blessures graves qui peuvent amener la mort, entraîner la mort d'un joueur. Oui. Ces contacts sont au niveau de la tête. Oui. Donc, on a d'autres pathologies comme les commotions cérébrales, dont on va beaucoup entendre parler. Oui. Si on a des accidents au niveau de la tête, c'est qu'on a des joueurs qui n'ont pas compris, alors qu'on leur dit que cette zone est sanctuarisée, qu'il ne faut pas percuter à la tête, et qu'il ne faut pas avoir des chocs ou des comportements dangereux, comme le dit la règle 9 alinéa 11. Donc si ces gens-là ne comprennent pas, eh bien appliquons des sanctions exemplaires. Si vous mettez 20 semaines de suspension, sans négociation, sans discussion, ça va peut-être faire bouger les lignes. Aujourd'hui, la commission de discipline va vous donner un degré d'entrée sur un plaquage haut à la tête de 6 semaines. Elle va ensuite accepter les remords et les regrets du joueur, parce que c'est la petite farce du moment, on plaide coupable et on a abattement de moitié de peine. Et ensuite, si vous êtes récidiviste, on va vous punir. Vous aurez 1 semaine de plus. Ouais. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce que vous croyez vraiment qu'on va faire changer? Les sanctions beaucoup plus strictes. Strictes, et puis sans concession. Et sans concession. Les fourchettes, qui sont un geste très dangereux au rugby, c'est-à-dire mettre les doigts dans les yeux. Barbare, dangereux et totalement déloyal. Ça fait maintenant, je pense, une dizaine d'années qu'on est passé à un barème de genre 52 semaines. Je peux vous assurer, des fourchettes, vous n'en voyez quasiment plus. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je termine avec ces mots, vos mots. Mon récit est un peu une odyssée après un naufrage pour essayer de retrouver la raison. Le voyage n'est pas terminé au moment où j'écris ces lignes. Les surprises peuvent encore survenir de la fédération ou du ministère. Vous n'avez pas eu de surprise, hein, depuis la fin de l'écriture? Non, pas encore. Non, pas encore, bon. Et le parcours en justice nous a déjà gratifié de son lot de surprises, pour l'instant encore placé sous le sceau du secret de l'instruction. Vous êtes toujours en cours? Toujours. Toujours en cours. La mort de Nicolas ne doit pas rimer avec la mort du rugby. Mais les responsables, acteurs et spectateurs doivent se réveiller pour ne plus sacrifier de vie. Le rugby aussi est en danger de mort? Le rugby, je pense que le rugby joue son avenir. C'est-à-dire qu'on est à l'aube d'une Coupe du Monde qui va se passer sur notre territoire. C'est pour ça que... Oui. On va probablement avoir beaucoup de publicité et possiblement des nouveaux licenciés, mais si on n'est pas capable d'assurer leur sécurité, ou si on a un autre drame qui se passe sur notre territoire, alors qu'on a quand même vécu une année 2018 terrible, parce qu'il y a eu 4 morts en 2018. Nicolas était le 3e. Il y en a eu 3 autres.
ça veut dire qu'on n'a rien compris, et ça veut dire que ce sport va définitivement basculer vers un sport marginal, le calcio florentin par exemple, où là tout est permis. Mais ça n'est pas ça le rugby. Le rugby, c'est d'abord un jeu de ballon, un jeu d'évitement, un jeu d'incertitude, où on dehors de la créativité. Faire vivre le ballon. Regardez les 2 dernières années de l'équipe de France, peu de fautes, très peu de fautes, et un spectacle de très haut niveau. Avec le rugby qui se développe, rugby touché qui se développe chez les féminines, finalement au détriment du rugby plus traditionnel. C'est un peu effectivement l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'on pense qu'avec 300 000 licenciés, on reste à un bon niveau de recrutement, et on pense qu'on va en avoir plus certainement en 2023, mais regardons les pratiques. En fait, les pratiques de rugby à 15... qu'on connaissait traditionnellement sont en baisse, et on le voit dans les clubs, il y a de plus en plus d'unions, de fusions et ainsi de suite. En revanche, effectivement, en termes de chiffres, on masque cette difficulté par le développement chez les féminines, et c'est une bonne chose, c'est un rugby intelligent. Le rugby à toucher qui donne d'autres capacités, qui est un jeu de ballon et d'évitement, et qui est intéressant, mais et le loisir. Mais il faut quand même se dire la vérité. On a un problème et on a de moins en moins de licenciés. Merci Philippe Chauvin. Rugby, mourir fait partie du jeu. Le combat d'un père endeuillé aux éditions du Rocher. Vous aimez le rugby? Je vous invite à lire ce livre. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. C'est l'heure d'André Berkoff.